Donc je suis ici pour parler de préhistoire, pour parler aussi beaucoup des dents, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et j'avais fait un petit rappel de qu'est-ce que je fais avant. J'ai commencé une licence en fait à Toulouse, et après je suis partie à Paris pour la dernière année pour me faire une spécialisation en préhistoire. Et après je suis revenue à Toulouse pour le master, parce que c'était quand même mieux. Où là j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler sur les grands bovinets du site de Combrenal en Dordogne, qui est donc un site paléolithique moyen. Et ensuite j'ai commencé une thèse en 2023 sur la paléoécologie des bovinets, de manière plus globale on va dire, pas juste à Combrenal, mais pour vraiment étendre mon terrain de recherche. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire un petit rappel sur la préhistoire, de manière assez rapide. Donc la préhistoire, je pense que vous savez sûrement peut-être tous, je sais pas. Donc c'est ce qu'on appelle en fait... je peux me mettre là? Très bien. Donc la préhistoire, c'est concrètement ce qui est avant l'invention de l'écriture. Donc on dit que l'histoire commence avec l'invention de l'écriture. Donc la préhistoire, c'est tout ce qui est avant. Donc on va la séparer entre le paléolithique, donc paléolithique inférieur, moyen et supérieur, le mésolithique et le néolithique. Et après on a donc les périodes historiques avec l'histoire. Je vais aussi beaucoup parler moi de Pléistocène et d'Holocène, donc plutôt des périodes géologiques, parce que ça me permet en fait de parler de plein de périodes différentes, puisque je fais une thèse qui est diachronique, donc je parle en fait du paléolithique moyen jusqu'au mésolithique. Donc c'est pour ça que je parle en fait souvent de Pléistocène supérieur jusqu'au début de l'Holocène, parce que ça va plus vite que de dire que je travaille sur paléolithique moyen, paléolithique supérieur, mésolithique. Ça englobe tout de manière globale. Donc paléolithique et mésolithique, donc c'est une période où les humains sont des chasseurs-collecteurs nomades, mais on a vraiment des populations différentes selon si on parle du paléolithique inférieur, moyen, supérieur ou du mésolithique. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse, parce que faire une thèse diachronique, ça me permet en fait de parler des bovinets, mais dans des contextes humains très différents. Pour faire simple, le paléolithique moyen, c'est le moment où en Europe on a Néandertal, donc une autre espèce humaine. Paléolithique supérieur, donc c'est nous, Sapiens, et c'est là qu'on va avoir en fait des... alors c'est peut-être pas les premières représentations d'art, mais en tout cas c'est les premières représentations d'art qui nous sont parvenues, donc l'art pariétal, qui est vraiment très commun en fait au paléolithique supérieur. Et le mésolithique, c'est un moment en fait avec le début de l'Holocène, donc un réchauffement de l'environnement, donc un développement des forêts, et donc les humains vont commencer à changer de manière de se déplacer. Donc ça reste sapiens, mais ils sont un petit peu différents, et ils sont un tout petit peu moins nomades aussi. Donc des cultures qui sont très différentes selon si on parle du paléo ou du méso, mais on a quand même des questionnements qui sont similaires pour ces populations, parce que ça reste des chasseurs-cueilleurs nomades. Donc on a des questions par rapport à l'exploitation animale en fait, de ces populations. Donc quelles sont les stratégies de chasse de ces populations, quelles sont les populations qu'elles ciblent, donc quels sont les animaux qu'elles vont cibler, et comment elles utilisent aussi ces carcasses, des buts alimentaires ou utilitaires. On a des questionnements aussi justement sur la mobilité, qui est donc pas la même selon si on parle de contextes plutôt ouverts, donc des populations qui se baladent en plaine, ou des populations qui se baladent dans des forêts. Et ça va aussi dépendre selon la taille en fait des groupes. Est-ce que c'est un petit groupe, est-ce que c'est un gros groupe, quelle est la composition en fait sociale des groupes, et quels sont en fait les cycles aussi de déplacement, est-ce que c'est des cycles qui suivent les saisons ou pas, combien de temps ils restent dans tel ou tel site, est-ce qu'il y a un site sur lequel ils vont revenir tout le temps ou est-ce qu'ils changent de site. Et ça amène aussi à des questions sur l'environnement en fait, parce que finalement ce sont des nomades donc qui bougent en fait dans un environnement qui aussi varie beaucoup selon si on parle du paléolithique moyen, du paléolithique supérieur ou du mésolithique. Donc on va avoir des moments où les forêts vont s'ouvrir puis se refermer, donc on va avoir des changements de faune et de flore, et aussi en fait comme sont des chasseurs, on va avoir des animaux qui sont migrateurs à certains moments, parfois un petit peu moins migrateurs. Donc quel est en fait le lien entre l'humain et l'environnement, parce que finalement comme ils survivent grâce à la chasse et à la cueillette,
ils ont besoin en fait de connaître cet environnement. Et nous, pour les comprendre, on doit aussi connaître cet environnement. Donc, moi, je suis archéozoologue. Donc, j'étudie les relations humain-animal à partir des restes osseux. Donc, en archéozoologie, on a besoin en fait d'identifier les animaux qui sont donc chassés par ces populations, donc de connaître les espèces qui sont chassées par-ci, mais aussi en fait de connaître l'âge de ces animaux et la composition donc, de ces groupes d'animaux. Donc, est-ce que l'humain va plutôt chasser des jeunes? Est-ce qu'il va plutôt chasser des vieux? Ou juste entre jeunes et vieux, quoi, des adultes. Donc c'est des choses qu'on doit vraiment savoir quand on commence à étudier en fait un corpus de faune. On va aussi en fait observer les traces de boucherie parce qu'on chasse l'animal pour se nourrir et donc on va essayer de comprendre comment on exploite cet animal pour l'alimentation. Donc on va regarder sur les ossements les stries de découpe. Donc quand on fait de la boucherie, on va découper l'animal avec du silex et en fait on va laisser des traces sur les ossements quand on coupe les tendons ou quand on découpe en fait la chair. Et en fonction de ces stries, on peut savoir comment les humains justement exploitent la carcasse. Et aussi les différents types d'impact. Si on veut récupérer la moelle, on va taper l'os, donc faire des traces de fracturation qui sont caractéristiques pour récupérer la moelle. Donc ça nous permet vraiment de savoir comment l'humain utilise l'animal pour l'alimentaire. Et à côté de l'alimentaire, on a aussi tout ce qui est outillage, en fait, industrie. Donc est-ce qu'on va utiliser l'animal pour faire des poinçons ou des harpons, par exemple? Est-ce qu'on va utiliser l'animal aussi dans des contextes plutôt vestimentaires, pour faire du cuir, pour faire de la fourrure? Donc ça, c'est par exemple avec les traces de découpe. On peut voir si on découpe les tendons à tel ou tel endroit pour récupérer ensuite la peau pour en faire du cuir. Ou alors des utilisations plutôt décoratives, de garder un os d'animal pour faire de l'art dessus, ce qu'on va beaucoup retrouver au Paléolithique supérieur. Donc c'est ce qu'on voit en archéozoologie. Moi je reste plutôt sur le côté identifier les animaux, je ne regarde pas les traces de boucherie, je ne regarde pas les utilisations hors alimentaires, puisque je me concentre sur les dents, parce que c'est très bien. Et oui, et en fait, quand on regarde ce qu'ils chassent comme animaux, pendant tout le Paléolithique et après le Mésolithique, on va voir que ce qui va être principalement chassé, c'est du renne et du cerf, selon les contextes, selon si on est dans des moments froids ou des moments plutôt chauds, donc si on a plutôt des plaines ou alors des forêts. Associé à ça, on va toujours retrouver du cheval et des bovinets. Et c'est là qu'on arrive sur le problème et le début de ma thèse. Parce que j'ai dit renne, j'ai dit cerf, j'ai dit cheval, donc un animal précis, et j'ai dit boviné de manière globale. Parce que en archéozoologie, on n'arrive pas trop à faire la distinction entre bison et auroch. On retrouve en fait du bison et de l'auroch, des bovinés, dans la majorité des sites du Pléistocène supérieur, donc au Paléolithique, au Mésolithique, mais on ne les identifie pas par espèce. On va généralement les regrouper dans la même catégorie, donc soit bos bison, soit boviné. Donc ça c'est vraiment pour montrer, c'est un arbre phylogénétique, pour montrer à quel point finalement le bison et l'auroch, donc Bos primigenius c'est l'auroch, ils sont quand même très loin, ils sont très éloignés l'un de l'autre d'un point de vue génétique. Et pourtant on les met très souvent ensemble, parce que c'est des animaux d'un point de vue morphologique, d'un point de vue osseux, ils sont très similaires, et on n'a que très peu de critères pour vraiment faire la distinction entre les deux. On a un des critères principaux, c'est par rapport aux pattes avant et pattes arrière, donc les métacarpes et les métatarses, on a juste, je crois que c'est l'auroch, l'os est un petit peu plus incliné que sur le bison, et du coup ça veut dire c'est de l'auroch. Mais en règle générale, quand on fouille un site, on ne va pas trouver des métatarses ou des métacarpes entiers, on va trouver juste des petits fragments. Donc on ne peut pas faire la distinction, donc on les met ensemble. Sauf que ce n'est pas les mêmes animaux. Et surtout, c'est des animaux où on dit souvent qu'ils ne vivent pas dans les mêmes contextes. Parce que quand on s'intéresse après à la littérature en fait en archéologie, la manière dont on parle en fait de ces animaux fossiles, on se rend compte qu'on décrit souvent le bison comme un animal qui aime les espaces ouverts, qui est un grand migrateur, qui est majoritairement un paisseur,
Et l'auroch, on dit qu'il aime bien le couvert forestier, qu'il est sédentaire et qu'il est aussi paisseur. Donc on a un animal qui aime plutôt les plaines et un homme qui aime les forêts. Et un autre qui aime les forêts. Mais on les met toujours ensemble. Donc en fait ça brouille notre vision de l'environnement et donc des lieux de chasse des humains. Parce qu'on dit qu'en fait ils chassent des bovinés de manière globale, sans faire la distinction de s'ils chassent un animal qui est plutôt amateur de plaine ou amateur de forêt. Donc souvent, ce qu'on va retrouver, c'est que si sur un site, on a majoritairement du renne et des bovinés, on va dire, le renne, c'est un animal de plaine, il y a des bovinés, donc c'est sûrement du bison. Et si c'est principalement du cerf, on va dire, c'est du cerf, donc le cerf, c'est un animal de forêt, donc c'est de l'auroch. Sauf que bon, c'est un peu facile de dire ça. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que c'est des animaux qui sont fondamentalement différents, mais on les associe. Mais même la manière de les définir comme fondamentalement différents, ça pose aussi problème, parce que c'est des animaux qui n'existent plus. L'auroch, il a disparu au XVIIIe siècle. Le bison des steppes, il a disparu au passage juste un petit peu après l'Holocène, vers le néolithique. Donc comment est-ce qu'on se dit que le bison, c'est un migrateur et l'auroch, c'est un sédentaire? On fait ça en se basant sur des référentiels actuels, donc sur des animaux actuels. Mais ça pose aussi un problème. Donc, pour le bison, c'est pas très grave, on voit pas tant que ça, mais la manière dont on parle du bison et des comportements du bison, on fait ça en se basant sur le bison actuel. Donc, actuellement, ce qu'on a comme bison, c'est le bison européen, qui est un bison qui se retrouve beaucoup en Pologne, dans la forêt de Białowieża. Et le bison américain qui est du coup dans des grandes plaines. Sauf que ce sont des animaux qui sont dans des contextes anthropiques. Le bison européen, il est dans un contexte de forêt, mais il n'est pas là parce que c'est son lieu naturel, il est là parce que en fait, c'est un bison qui est en captivité, qui a été réintroduit dans la forêt polonaise dans les années 50. Et en fait, on lui donne aussi des suppléments alimentaires. Donc il y a la grande forêt, donc c'est une forêt immense, hein. Mais autour de la forêt, il y a des fermes. Et quand les bisons commencent à sortir de la forêt, on y va avec les jeeps et on essaie de les rapatrier vers la forêt. Donc, c'est pas l'environnement naturel du bison européen. On peut se dire, ok, donc on ne peut pas connaître le comportement du bison des steppes à partir du bison européen, mais le bison américain, il est dans des espaces énormes, donc pourquoi pas? Sauf que il y a la colonisation de l'Amérique qui entre en compte, et le fait que au XIXe siècle, il y a eu des abattages en fait massifs de bisons américains. Il y a 90% des populations de bisons américaines qui ont été abattues. Et donc les populations qui restent ont ensuite été rapatriées dans des parcs nationaux, qui sont immenses, mais qui ne sont pas leur espace naturel. Et parfois, il y a même plusieurs populations de bisons qui ont survécu, qui ont été mixées en une seule population, pour faire une grande population de bisons. Donc ça nie totalement en fait, les possibles caractères sociaux en fait, de ces animaux, qui peuvent être vraiment liés à un seul groupe. Aussi, avec le développement des villes aux Amériques, en fait, il y a eu plein de voies migratoires des bisons qui ont été coupées. Donc ils ont dû changer leur comportement. Donc, en fait, on ne peut pas se dire que le comportement des bisons américains, c'est le même que les bisons des steppes, parce qu'ils vivent tous dans des endroits ultra anthropisés. Donc, on peut se dire que, en fait, on ne sait pas trop comment il était le bison des steppes. Et on ne peut pas utiliser les référentiels actuels. Et c'est encore plus compliqué quand on parle de l'auroch, parce que c'est une espèce éteinte. Donc l'auroch, c'est l'ancêtre en fait des vaches. On a domestiqué l'auroch pour en donner les vaches. Mais l'auroch, il s'est éteint au XVIIIe siècle, et en fait, les derniers siècles de la vie de l'auroch, il était en contexte de captivité, enfin de semi-captivité, souvent gardé dans des petites zones écologiques, dans des petits parcs, et après, en fait, on chassait aussi l'auroch pour le fun, donc en disant que c'est un bel animal sauvage. Donc, en fait, les derniers aurochs, effectivement, ils vivaient dans des forêts, mais ils vivaient dans des forêts parce qu'ils n'avaient plus vraiment d'endroit où vivre. Et on a pu voir, il y a eu des études qui ont été faites en Angleterre, en Grande-Bretagne, donc où on voit en fait au néolithique que quand en fait les fermes se développent, quand on commence à exploiter les terres,
on voit justement un changement des espèces sauvages qui vont de plus en plus vers la forêt parce qu'elles n'ont plus d'espace pour vivre. Et ça a été vu en fait pour l'auroch avec des études en micro-usure dentaire. Donc dire que l'auroch c'est un animal de forêt, en fait c'est aussi se baser sur nos connaissances de l'auroch en contexte anthropique. Donc, c'est un peu compliqué. On peut se dire que, bon, c'est pas très grave. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire la différence? C'est des grosses vaches. Ça fait à peu près la même taille. On les retrouve sur un peu partout dans les sites. Est-ce que les hommes préhistoriques voyaient vraiment une différence entre le bison et l'auroch? Et en fait, oui. Parce qu'on a en fait des productions graphiques au Paléolithique supérieur qui représentent des aurochs et des bisons, et on voit qu'il y a vraiment une différence en fait dans la manière de représenter l'auroch et de représenter le bison. Donc ça veut dire même d'un point de vue graphique, eux ils font une différence entre le bison et l'auroch. Donc on va retrouver souvent les bisons, on les retrouve avec donc des accentuations vraiment de la bosse, comme celui-là, à Roffignac. Et pour l'auroch, on va souvent le retrouver avec des énormes cornes. Donc en fait, même eux, ils voyaient une différence entre le bison et l'auroch. Donc pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas la distinction? Et aussi, on voit très souvent qu'ils ne sont jamais vraiment représentés ensemble dans les grottes. On va parfois avoir des fresques comme là à Pêche-Merle, où on a auroch et bison, mais ils ne sont pas vraiment dans les mêmes endroits. On va avoir un groupe auroch, un groupe bison, et c'est très rare en fait de les retrouver sur les mêmes panneaux. Donc les hommes préhistoriques font la différence entre bison et auroch. Potentiellement, ils ne chassent que le bison et pas l'auroch, ou le contraire. Mais tant qu'on ne sait pas faire la différence entre les deux, on ne peut pas vraiment savoir. Qu'est-ce que je dis? Oui. Donc il faut faire la différence entre les deux. Parce que ça va nous donner des informations sur donc, les environnements de chasse des humains, puisque ce qu'on retrouve sur les sites archéologiques, c'est ce que l'humain a chassé. Et s'il a chassé en plaine et qu'effectivement le bison est un animal de plaine, donc voilà, ça veut dire que bah, oui, effectivement c'est bien du bison, en tout cas qu'il a bien chassé en plaine. Et ça peut aussi nous donner des informations sur les distances en fait, entre les sites d'habitat, donc les sites archéologiques, et les lieux d'abattage en fait, de ces animaux. Donc est-ce que, par exemple, si on regarde un site, il y a du renne dessus, le renne c'est un animal de plaine, qu'on commence à regarder et qu'on voit que c'est du bison ou de l'auroch, c'est plutôt un auroch de forêt, mais que c'est chassé au même endroit, ça veut dire qu'ils ne chassent pas le renne et le bison ou l'auroch au même moment et sur les mêmes endroits. Donc, soit il y a les deux qui sont côte à côte, plaine, site, plaine et forêt, soit peut-être la forêt est plus loin, donc ça veut dire qu'il va dans cet endroit plus éloigné pour chasser et le ramener à cet endroit. Donc ça nous permet vraiment de connaître, enfin faire la différence entre les deux, ça pourrait nous aider à faire justement, à mieux connaître justement les déplacements des humains dans les environnements du Pléistocène supérieur. Et aussi sur les périodes en fait, de l'année, parce que l'humain ne va pas chasser de la même manière selon si on est en automne, ou si on est en été, ou si on est au printemps, parce que les animaux en fait, n'ont pas la même qualité de viande selon si on parle de été, automne, printemps. Donc est-ce que si sur un site on a de la chasse au bison en été et en automne, est-ce que l'humain va chasser au même endroit ce bison-là? Est-ce que peut-être qu'il ne va pas chasser dans une plaine pendant l'été le bison, puis après dans une forêt pendant l'automne le bison? C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse la différence entre les deux et qu'on sache aussi dans quels environnements vraiment ils vivent. Alors, moi je m'intéresse aux dents. C'est très bien. Déjà, le point très positif par rapport aux dents, c'est que ça se conserve très bien sur les sites archéologiques. C'est quelque chose qui se minéralise très rapidement, donc ça conserve la dent, et qui est très difficile à casser. Ça se casse, mais beaucoup moins que les os. Et surtout, ça c'est parce que je travaille sur une quarantaine de sites, beaucoup de sites de fouilles anciennes. Bah, les anciennes fouilles, les anciennes fouilles, en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient juste pas ramassées. C'était beaucoup moins précis dans la fouille et dans le ramassage des objets. Mais par contre, les anciens préhistoriens, ils adoraient les dents. Parce que c'est super facile à déterminer les dents. Ça se retrouve super rapidement. On sait que ça, c'est du cheval, ça, c'est du renne, ça, c'est du boss bison.
Du coup, ils en ramassent plein. Donc ça me permet aussi de travailler sur des sites qui ont été fouillés dans les années 30 ou les années 40. Et j'ai moins de problèmes que mes collègues archéozoos. Mais aussi, ça donne plein d'informations. Ça donne des informations sur l'âge de l'animal, et donc en fait sur la saison d'abattage de l'animal. Parce qu'on a des assez bons référentiels en fait, de l'usure dentaire, ce qui nous permet de dire que tel animal, quand il est très jeune, en fait, ça nous permet de dater parfois au mois près quel âge avait cet animal à sa mort, donc que cet animal avait, au mois près, entre 6 et 9 mois. Et comme on sait, comme on connaît en fait l'éthologie des animaux, on sait par exemple qu'ils vont naître plutôt au printemps. Donc si l'animal a 6 mois, ça veut dire que c'est printemps plus 6 mois. Donc on connaît en fait l'âge d'abattage. Et si tous les animaux sont abattus au même moment, ça nous permet un petit peu de savoir quand est-ce que le site a été occupé. Ça nous donne aussi des informations sur le nombre d'individus qui ont été abattus. Surtout si on n'a pas beaucoup de restes osseux, enfin des autres restes que les dents, on peut décompter assez rapidement les restes dentaires. On sait combien les animaux ont de dents. Donc on peut se dire que si on a plein de troisième molaires droite, comme tous les animaux, donc qu'une seule troisième molaire droite inférieure, on sait que on n'a pas des doublons, quoi. Donc on peut savoir très rapidement en fait, sur ce site, à partir des restes dentaires, on sait qu'ils ont abattu 15 rennes, et après on peut compenser ça avec, on peut voir avec les autres restes si oui ou non on retombe aussi dans les 15. Et surtout, les dents, c'est un excellent outil pour faire plein d'autres analyses. Donc pour faire de la morphométrie géométrique, ce que je fais, ou de la sémantochronologie par exemple, ce qui permet de savoir si l'animal, de voir en fait dans les dents si l'animal a vécu des bonnes ou des mauvaises saisons. Et en fait, on peut mieux dater l'âge de l'animal, de faire de la micro-usure dentaire, ce que je fais aussi, ou des isotopes. Ce qui là, ça permet en fait de savoir, je ne sais pas exactement comment ça marche, c'est de la chimie, mais par exemple, on peut savoir que tel animal, quand il avait 3 ans, il l'a bu dans une mare qui est à 300 km de là où il a été tué. Donc ça donne des bonnes infos en fait, et c'est par rapport au truc qu'on retrouve dans le sol. Je me suis dit que c'était un peu compliqué, du coup j'ai pas fait des isotopes. Donc moi je fais morphométrie géométrique et micro-usure dentaire, donc GMM et DMTA. Donc je travaille sur la forme avec la morphométrie géométrique. Donc je regarde en fait la forme des dents. Et à partir de cette forme, j'essaie justement de faire la distinction entre le bison et l'auroch. Donc je ne regarde pas toutes les dents, je regarde juste les molaires, donc les dents du fond, en bas. Et sur, par exemple ici, sur cette dent, en fait, je place plein de petits points. Je fais ça sur toutes mes photos de dents. Et après, je fais des stats. Et ça me dit si c'est plutôt du bison ou plutôt de l'auroch. Bon, c'est en cours. Mais ça marche un peu pour le moment. Mais c'est pas totalement sûr. Parce que c'est très long à faire. Parce qu'il faut placer plein de petits points. Là, par exemple, celle-là, c'est 170 points. Et j'ai une quarantaine de sites. Et à chaque fois, j'ai peut-être 50 dents par site. Donc ça met du temps. Mais ça permet de faire un petit peu la distinction entre les deux. Donc, pour expliquer ça de manière simple, en non archéologique, de comment on fait la distinction, donc on fait à partir de la forme. Donc par exemple, si on dit qu'au lieu que ce soit la famille des bovinés, on dit que c'est la famille des vers. Donc on a des vers de plusieurs formes différentes, mais on sait tous que ce sont des vers qui sont en vers. Donc c'est les bovinés. Après, on va les classer selon leur forme. Donc là, c'est simple, on va les classer en 2 genres. Donc le genre vers à pied et le genre vers sans pied. Donc le genre auroch ou le genre bison. Donc on a des formes globales par genre. Et après, on peut parler du niveau espèce. Au sein d'un genre, en fait, on va avoir différentes formes selon si on parle de telle ou telle espèce. Donc par exemple, si on regarde mes verres, j'ai une coupe de champagne, j'ai un verre à vin et j'ai un verre à eau. Donc ils ont tous des formes différentes, mais ils sont quand même dans le même genre. Et donc ça, si on applique sur un contexte archéologique, donc sur des dents de bovinés,
On peut du coup faire la distinction entre le genre boss, donc tout ce qui est auroch, vache, etc. Le genre bison, donc tout ce qui est bison. Et après, si on continue en fait à comparer les formes entre elles, on peut faire des ramifications pour en faire la distinction entre toutes les différentes sous-espèces. Parce qu'on dit souvent que il y a juste le bison des steppes au paléolithique, par exemple. Mais en fait, on a plein de différentes sous-espèces, enfin, espèces de bisons aussi qui se retrouvent là et qui ont aussi totalement disparu. Donc le bison priscus, bison Bonasus c'est européen, et bison Squen, je sais pas le nom, je sais jamais le dire, je l'écris mais je sais pas le dire. Voilà. Donc je compare tout ça. Mais ça en fait je peux pas le faire juste moi comme ça, parce que si je mets tous mes petits points, que je les balance dans mes stats, que je lui dis de faire la différence, il va me faire des différences mais qui parfois sont basées sur rien. Donc j'ai besoin moi, de référentiel en fait. J'ai besoin de lui dire avant, ça c'est du bison pour sûr, donc genre bison, ça c'est du genre auroch pour sûr, et après tu me fais les différences. Et c'est pour ça que je me balade en fait depuis le début de ma thèse. Donc déjà pour aller dans des musées un petit peu partout et prendre des photos des dents, mais surtout en fait pour faire des référentiels. Pour le bison ça va, parce que comme d'abord je fais la distinction avec le genre, le bison européen existe encore. Donc j'ai pu aller au Danemark, où il y avait 5 individus, je pense qu'il y en avait plus, et donc dans la forêt de Białowieża, où là j'ai fait l'acquisition de 120, j'ai pris 120 individus en photo. Il y en avait beaucoup trop, j'ai toujours pas tout traité. Donc ça c'est assez simple, parce que le bison européen il existe. Mais après pour l'auroch c'est un petit peu plus difficile, parce qu'il n'existe plus, que les derniers sont morts il y a à peu près 400 ans, et que ça dépend du musée, ça dépend de la fiabilité en fait du musée. Si je veux aller les voir et leur dire est-ce que je peux voir votre auroch, parce que la vache descend de l'auroch, donc la vache est très proche de l'auroch. Et parfois en fait les vaches et les aurochs ils vivaient un petit peu aux mêmes endroits, on les mettait ensemble. Donc suffit que dans un musée ils disent oui c'est de l'auroch, et que c'est un auroch du XVIe siècle, mais potentiellement en fait c'est une vache. Et ça, moi, je peux pas faire la distinction. Donc c'est un gros problème quand on commence à bosser sur la distinction en fait des espèces fossiles et qu'elles sont vraiment fossiles et qu'elles n'existent plus du tout. Et qu'elles sont plus du tout sauvages en fait. Parce que la domestication, ça change aussi beaucoup justement la forme des molaires, parce que c'est pas la même alimentation, c'est pas la même manière de bouger la bouche en fait. Donc ça va totalement bouger la forme. Donc il fallait que je trouve en fait des référentiels qui soient archéologiques mais sûrs. Ça aussi c'est difficile vu que toute ma thèse c'est de me dire je vais faire la distinction entre le bison et l'auroch parce qu'on ne sait pas faire la différence. Donc ça c'est compliqué. Donc je suis allée à nouveau au Danemark parce qu'il y a un truc extraordinaire au Danemark, c'est qu'ils ont plein de tourbières. Ce qui fait qu'il y a ils ont trouvé plein d'aurochs mais le squelette complet de l'auroch. Donc ça c'est clair, c'est de l'auroch. Donc j'ai pu prendre des photos d'auroch et on a un autre site en fait qui est vraiment du paléolithique moyen mais assez vieux. J'ai fait une faute d'orthographe là, je viens de voir. Où là aussi on est sûr que c'est de l'auroch, ou en tout cas on espère, mais normalement c'est de l'auroch. Parce que là aussi il a été retrouvé quasi complet. Donc ça c'est un gros problème quand on commence à parler de forme et justement en fait d'identifier des espèces fossiles, parce qu'elles n'existent plus. Donc ça c'est un premier truc que je fais. Et mon deuxième truc c'est la micro-usure dentaire. Donc les études texturales de micro-usure dentaire. En gros c'est simple, quand on mange de la nourriture, dans la nourriture il y a des particules qui vont laisser des traces sur nos dents qui ne sont visibles qu'au niveau microscopique. Selon ce qu'on mange, les particules vont être différentes et vont laisser des traces différentes. Donc, bon, nous des omnivores, on mange un petit peu tout et n'importe quoi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais les herbivores, c'est simple parce que ils mangent principalement que des herbes. Mais selon s'ils mangent des herbes dans des plaines ou s'ils mangent plutôt des herbes qui sont dans la forêt ou de l'écorce ou des trucs comme ça, donc ils mangent que des végétaux, ça va laisser des traces différentes. Et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il y a les brouteurs, il y a l'épaisseur, il y a les régimes mixtes. Donc moi ce que je fais, c'est que sur mes dents, en fait, je regarde à un niveau de 10 microns sur 10 microns les traces justement qui ont été laissées. Et après, en fonction en fait de comment sont ces traces, est-ce qu'elles sont plutôt parallèles les unes aux autres ou pas,
est-ce qu'il y a une certaine homogénéité de la surface dans les traces ou pas? Je peux dire si c'est plutôt un régime qui est plutôt herbivore ou qui est plutôt paisseur. Et ça me permet en fait du coup de se connaître l'environnement. Parce qu'un régime plutôt... Alors, je précise, j'ai toujours tendance à... je sais très bien comment ça marche, de qui mange quoi, mais j'ai tendance à inverser paisseur et brouteur. Dans ma tête, je sais jamais lequel est ainsi. Mais parce que j'ai l'impression qu'en anglais, c'est pas exactement pareil, et du coup, je me trompe. Mais bon, il y en a un où c'est plutôt dans les plaines, et l'autre, c'est plutôt dans les forêts. Et après, je peux savoir qui mange quoi. S'il vous plaît, la définition, ce que ce serait exactement entre paisseur et brouteur. Paisseur, du coup, c'est... Non, en fait, c'est ça. Paisseur, c'est dans les plaines. Donc, c'est... Les vaches, elles sont paisseurs. Elles sont plutôt dans les champs. Brouteur, c'est plutôt dans les forêts, en fait. C'est, du coup, manger des noix, manger de l'écorce, manger... voilà. C'est ça. Il faut que je me rapproche à chaque fois aux vaches. Voilà. Et donc, ce qui est bien aussi avec la micro-usure, c'est que comme dès qu'on mange, en fait, les nouveaux aliments vont à nouveau creuser en fait les dents, et donc les traces vont se remplacer. Donc si un animal il mange, il est plutôt dans les plaines et il mange plein d'herbes, et après il va dans la forêt et il mange de l'écorce, si on le tue à ce moment-là, il aura des traces en fait de régime plutôt d'écorce. Donc ça nous permet en fait de savoir ce que l'animal a mangé au mois près. Et donc, comme c'est sur des sites archéologiques, de savoir dans quel milieu il a été tué au mois près. Si je reviens sur mes vers, quand on a fait donc, la distinction entre on a le genre ver à pied et le genre ver sans pied, et si on regarde en fait quel type de ver c'est, donc on peut se dire qu'il y a trois grandes catégories. Il y a les boissons alcoolisées, on a les boissons non alcoolisées et la moutarde. Donc brouteur, paisseur et mixte. Sauf que donc, dans notre genre ver à pied, on n'a que deux régimes alimentaires. Donc brouteur et paisseur. Et dans notre genre ver sans pied, on a trois régimes alimentaires. Donc en fait, ça nous permet aussi de savoir donc, au genre la diversité du régime alimentaire. Donc à quel point en fait un animal peut changer de régime alimentaire et donc à quel point il peut s'adapter aussi à un autre milieu. Et l'alimentation, donc ça varie selon donc, les préférences de l'espèce. Il n'y a pas toutes les espèces qui aiment manger la même chose, mais ça va varier aussi selon la saison. Donc c'est pas parce que on a vu qu'ils mangent, on a trois types de régimes alimentaires dans ce genre, ça veut dire qu'ils mangent tout le temps ils sont tout le temps dans trois environnements. C'est peut-être aussi à tel moment ils sont paisseurs, à tel moment ils sont brouteurs, et à tel moment, en fait, c'est un moment de transition, ils sont plutôt mixtes. Et aussi, ça permet de nous informer, bon ça il faut aller encore plus loin dans l'éthologie en fait, des animaux, de la place en fait dans le groupe animal. Parce que les animaux, ils ont donc des structures sociales au sein de leur troupeau, et ils ne sont pas tout le temps ensemble. Si je prends par exemple donc, les bisons, ils ne sont pas un troupeau de bisons, en fait, ils ne sont pas tout le temps ensemble. Selon les moments de l'année, on va avoir plutôt des petits troupeaux où ça va être principalement des femelles avec des petits et des mâles encore un petit peu jeunes, alors qu'on va avoir un groupe de 3 vieux mâles qui se baladent ou juste un mâle solitaire. Donc ils ne vont pas manger exactement la même chose parce qu'il n'y a pas la même disponibilité en fait, de ressources. Donc ça permet aussi un petit peu de nous donner des infos de s'ils mangent tous à peu près la même chose, ils font sûrement partie du même groupe. Et selon à quel moment de l'année c'est, et l'âge de l'animal, on peut se dire, tiens, du coup, là c'est principalement des adultes et des petits qui mangent ça, on est à telle période de l'année, peut-être que en fait, c'est un troupeau en fait, de femelles avec des petits. Voilà, donc ça nous permet, ma thèse, son objectif c'est quand même d'approfondir donc, nos connaissances sur les humains, mais aussi sur les animaux. Parce que j'ai tendance à oublier que je parle aussi des humains, j'aime bien les animaux. Sur les humains, donc déjà, l'idée de ma thèse à la fin, c'est quand même de nous renseigner sur est-ce qu'on chasse plutôt du bison ou de l'auroch, selon les sites. Est-ce qu'on va avoir vraiment des périodes où on ne chasse que du bison? Est-ce qu'on a des périodes où on ne chasse que de l'auroch? Ou est-ce qu'en fait, ils s'en fichent et ils chassent du bison et de l'auroch un petit peu aléatoire selon sur qui ils tombent?
Ça nous permet donc de savoir en fait le milieu de chasse. Donc, comme je disais, la micro-usure, ça permet de savoir vraiment ce que l'animal a mangé au mois près. Donc en fait, de savoir dans quel milieu il vivait dans les 30 jours avant d'être tué, et donc dans quel milieu l'humain a chassé, et est-ce que c'est loin ou pas de son lieu d'habitat. Mais ça nous permet aussi de connaître en fait le milieu global. Parce que là j'ai beaucoup parlé d'archéologie, d'animaux que je trouve sur des sites archéologiques, mais je travaille aussi sur des animaux qui viennent de sites paléontologiques, donc ils sont morts de manière naturelle, donc ils n'ont pas du tout été chassés. Donc ça me permet d'avoir des infos qui sortent en fait des milieux de sélection en fait, des humains. Pour des sites contemporains, du coup d'avoir la vision de la sélection d'humains et de commencer de manière globale. Et aussi donc, de voir en fait à quel point l'humain et l'animal s'adaptent aux variations climatiques. Est-ce que l'humain, malgré toutes ces variations climatiques sur cette période immense qui est la fin du Pléistocène, donc est-ce qu'il va toujours chasser au même endroit ou est-ce qu'il va changer? Bon, ça j'ai quelques petites idées parce que quand j'ai fait mon master sur Combrenal, je l'ai fait sur une période d'à peu près 60 000 ans. Sur 60 000 ans, ils chassaient que en plaine. Mais c'était que du paléolithique moyen. Donc peut-être qu'au paléolithique supérieur, en fait, ils changent et ça dépend en fait des humains et des cultures. Et pour les animaux, moi, ça me donne aussi des informations sur à quel point justement ils vont varier leur comportement alimentaire. Est-ce qu'on a des variations selon les espèces, selon les genres? Est-ce que en morphogéome, est-ce que je peux identifier aussi des sous-espèces? Parce que donc je peux identifier le genre, puis après les espèces. Mais après dans les espèces, je peux aussi identifier des sous-espèces. Est-ce qu'on va avoir des endroits où on a juste une sous-espèce particulière ou pas? Et voilà. Et ça donne plein d'infos. Et je crois que c'était la fin. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez, soit là. Ouais. En fait, sur cette longue période, c'est difficile de savoir le nombre de quantités d'espèces qu'il y avait à un moment donné, un temps précis. Mais j'imagine qu'il y avait des milliers et des milliers d'espèces de bisons, d'espèces de rocs, puisqu'il n'y a pas eu de prédateurs en fait. Bah si quand même, parce que du coup il y avait le prédateur nous, mais aussi après tous les autres carnivores au final. Et il y a aussi une question en fait de partage de niche écologique. Si on a 5 espèces qui mangent exactement la même chose dans le même environnement, elles vont pas toutes survivre. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Donc c'est aussi ça, ce que j'ai pas trop parlé, mais c'est en fait, on peut pas avoir dans le même endroit toutes les espèces en même temps. Parce que sinon, il n'y a pas assez de nourriture et elles meurent, et en fait, c'est la loi du plus fort. Donc souvent, on va avoir, je pense qu'on a souvent dans les plaines, 2-3 grands herbivores, quelques carnivores, et après plutôt des plus petits mammifères, parce que justement, en fait, on ne peut pas survivre tous en même temps. Donc je ne sais pas exactement combien il y avait d'espèces de bisons, mais souvent, en fait, je pense que s'il y avait plusieurs espèces, sinon peut-être 2 espèces de bisons dans les mêmes environnements, mais peut-être pas exactement sur les mêmes endroits. C'est aussi une théorie qu'il y a beaucoup de trucs qui disent aussi que l'auroch, c'est plutôt un animal d'altitude, tandis que le bison est plutôt en bas, parce qu'on a trouvé plutôt de l'auroch en altitude. Donc est-ce que cet auroch qu'on a trouvé en altitude, est-ce que c'était parce qu'il, lui, s'adapte mieux en fait aux autres environnements, et comme en fait il y avait trop d'espèces de plaine en bas, il a juste commencé à aller et à bouger, et aller en altitude et dans les forêts. Donc c'est aussi ça les questions en fait de comment est-ce qu'on peut partager, comment est-ce qu'ils partagent justement leur environnement avec les autres animaux. Et c'est quelque chose qu'on avait commencé à regarder aussi à Combrenal, où moi j'avais travaillé sur les bovinets, et ma directrice de mémoire avait travaillé elle plutôt sur les rennes et les cerfs, et pour voir si justement ils étaient dans les mêmes espaces. Bon, Combrenal ils chassaient tout le temps en plaine, donc voilà, ça change pas trop. Mais au moins en fait eux étaient dans les mêmes espaces. Mais après, est-ce que les plus petites espèces étaient plutôt dans la forêt? Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Il y a quelque chose qui me fait rire un peu dans cette histoire, c'est que est-ce qu'on ne chasse pas ce qu'on a envie de manger tout simplement parce que la viande de l'auroch ou la viande de bison c'est pas la même, et finalement on choisit de chasser ce qui nous correspond au mieux au niveau du sens de
de la viande qu'on a envie de manger, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un côté aussi culturel en fait, Ouais. et de sélection, et c'est ça aussi qui est intéressant de savoir. C'est par exemple, moi ce que j'ai pas trop détaillé aussi, c'est pour les moments où on a beaucoup de représentations en fait de l'auroch et du bison, donc dans les grottes, mais aussi dans des décors en fait, sur des ossements, enfin en objet d'art. Moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir, enfin parce qu'on dit souvent qu'à ce moment-là, on ne chasse que le bison. Mais vu qu'il dessine de l'auroch, c'est-à-dire qu'il y a l'auroch en fait dans l'environnement, donc est-ce que c'est quelque chose où il ne chasse que du bison parce qu'il préfère le bison, mais il dessine quand même de l'auroch, ou alors pas du tout. Donc il y a aussi une question de sélection s'ils sont présents tous dans l'environnement, donc ils vont se concentrer plutôt sur une espèce ou une autre. Parce que, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours eu à peu près toujours du renne et du cerf qui traînent, et pourtant il y a des moments où ils sont à fond sur le renne et pas du tout sur le cerf. Donc c'est juste qu'ils font le choix en fait d'aller vers le renne. Donc c'est par rapport, je pense, aux populations animales aussi, mais aussi peut-être d'un point de vue culturel, et on fait, comme il y a aussi une utilisation des animaux pour en faire des outils, il y a un côté de peut-être qu'en fait on fait les outils que dans ce type d'animal, donc en fait on va plutôt chasser cet animal. Oui, puis ils n'ont peut-être pas toujours le choix en plus. Oui, c'est ça aussi, il y a des moments où il n'y a pas grand-chose, donc on va juste faire ce qu'ils font. Opportuniste dans ce cas-là. Voilà. Et vous dites que vous n'arrivez pas à faire la différence entre les dents de vache et les dents d'auroch. Mais les vaches domestiques sont plus petites que les aurochs. Elles sont plus petites, mais en fait, la question de taille, ça marche pas automatiquement. Parce que ça dépend aussi des contextes, ou même en fait de la population elle-même. Moi, c'est quelque chose que j'inclus pas du tout en fait justement dans mes recherches de la forme, la taille, parce que j'avais testé justement sur les populations de bisons actuelles, où effectivement il y a certaines. Enfin, souvent ce qu'on dit, c'est que un truc assez simple, c'est souvent on va dire dans les populations animales, les femelles ont une taille qui est plus petite que celle des mâles. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je comparais, parce que mes bisons, en fait, ils sont genrés, enfin, je connais le sexe des animaux, quand je comparais, en fait, selon le sexe, je voyais pas du tout de différence. Et la taille, en fait, ça peut aussi dépendre de la place dans le troupeau. Peut-être qu'en fait, on peut avoir juste une population d'aurochs qui sont plus petits que les autres. Et du coup, en fait, ils ont des tailles, en fait, qui sont similaires à la vache. Et la vache, ça va aussi dépendre de... Il y a un collègue en Angleterre qui travaille justement sur la forme des vaches domestiques, et où en fait il y a beaucoup de variations de taille selon en fait comment est-ce qu'on va exploiter cette vache. Est-ce que c'est plutôt pour le lait, est-ce que la viande, donc en fait il y aura vraiment des grandes différences, et surtout en fait la vache, comme c'est quelque chose qui n'existe pas de manière naturelle, il y a des tonnes d'espèces différentes, il y a des tonnes de sous-espèces. Et il y a aussi en fait beaucoup de qu'on appelle dégénération. Dégénérescence. Où en fait les dents vont prendre des formes un petit peu bizarres, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans des contextes naturels. Il suffit qu'une seule population, ils ont tous une malformation, et en fait elle ressort à chaque génération. On peut aussi la retrouver. Mais c'est plus... En fait, j'essaie de pas inclure des vaches parce que ça peut vraiment brouiller le signal, on va dire, de l'Europe. Tandis que le bison, comme il est toujours sauvage, plus ou moins, ça brouille un petit peu moins que les vaches. Tout à l'heure, vous parliez des tourbières au Danemark, mais des tourbières, il y en a un petit peu partout quand même. Oui, oui. Et il n'y a qu'au Danemark qu'on a retrouvé donc, des restes exploitables. Dans cette quantité, ouais, ils ont quand même beaucoup d'auroch. Après, c'est aussi parce que l'auroch, il est arrivé un petit peu plus tard au Danemark. Et surtout, quand il était au Danemark, il n'y avait vraiment pas du tout de bison. Donc il y a vraiment une période de 5000 ans au Danemark où on est sûr qu'il n'y a pas de bison et qu'il y a de l'auroch. Donc ça me permet aussi d'avoir un corpus où je sais qu'il y a du bison. Oui, sur cette longue période du Pléistocène, il y a eu des périodes glaciaires. Oui. Est-ce que pendant ces périodes glaciaires, les deux espèces cohabitaient Très certainement. C'est un truc en fait, pour le moment, on ne peut pas trop savoir. Il y a vraiment le problème avec l'auroch et le bison, c'est que pour le moment, on se base beaucoup sur des généralités de telle période c'est du bison, telle période sur l'auroch, et c'est souvent basé sur des trucs où ça fait 50 ans qu'on se dit ça, et c'est pas spécialement basé sur des vrais trucs. Oui, ça n'a pas été remis en cause. En fait, c'est que c'est difficile du coup de faire la distinction. Donc on essaie. Moi, pour le moment, ça marche un peu, mais je sais pas si ça va marcher sur le long terme, quoi. Enfin, ou pour plus. Mais très certainement, ils vivaient au même moment. Et on parlait du goût de la bête à manger.
il y a aussi peut-être la difficulté de chasser. Est-ce que l'auroch, ça se chasse plus facilement que le bison, ou on le sait ça? On ne sait pas trop. Après, le bison, c'était aussi assez difficile parce que si c'est en grand troupeau, c'est un peu compliqué. Mais on a des techniques pour chasser le bison. En fait, il y a des hypothèses justement de sites d'abattage massifs. On va attirer le troupeau ou le pousser vers des marais. Comme ça, en fait, il ne peut plus bouger et du coup, on peut les décaler tranquilles. Mais après, oui, c'est une grosse bête. Et après, je sais pas trop exactement, mais en fait, ça dépend aussi de est-ce que... En fait, on ne sait pas exactement de est-ce que l'auroch, c'était aussi un animal qui était autant en groupe que le bison, ou on peut juste avoir des aurochs qui se baladent tout seuls. Parce que pour le bison, on a ça à des moments, juste des mâles solitaires ou juste des petits groupes de 2-3 mâles. Donc ça, c'est plus facile à encercler et à chasser qu'un énorme groupe au printemps. Après, voilà. Je me demandais, vous avez mentionné que au niveau des bisons en Amérique du Nord, donc on avait une idée de comportement aujourd'hui en situation très anthropisée et qu'on avait un comportement différent avant l'arrivée des Européens au nord de l'Amérique, dans l'Amérique du Nord. Mais est-ce que les comportements humains des Indiens d'Amérique, lorsqu'il n'y avait que sur ce territoire, pouvaient influencer aussi les comportements des bisons d'Amérique du Nord? Après, on ne peut pas trop savoir exactement comment c'était avant l'arrivée des Européens, mais de toute façon, s'il y avait une influence, elle était beaucoup plus différente que celle justement de l'arrivée des Européens, parce qu'avec l'urbanisation, en fait, il y a eu aussi en fait un abattage des bisons qui était pas spécialement juste... Enfin, il y avait aussi pour vraiment le marché de la peau et du cuir en Europe, où ils abattaient du coup les bisons européens pour vendre du cuir en Europe. Mais il y avait aussi un abattage en fait pour justement faire du mal aux populations américaines natives. Et en fait, je pense qu'en fait l'impact que les populations natives aux Amériques avaient sur le bison était peut-être similaire à l'impact que justement avaient des populations plutôt paléo-méso, parce que c'est pas des grandes villes en fait, c'était plus des petits villages. Après oui, on peut pas en fait vraiment mesurer cet impact, et comme aux États-Unis, l'archéologie est assez compliquée dès que ça touche à des questions par rapport aux Américains natifs, en fait, on ne pourra peut-être jamais vraiment évaluer cet impact-là, mais il y a eu un impact assez important au moins des Européens. Au niveau des datations, vous basez-vous sur avant le présent, c'est-à-dire avant 1950 comme point de départ, ou avant JC? Là, les dates que j'avais données, c'était avant JC, parce que je me suis basée sur la frise archéologique de l'INRAP. Mais après, moi, je préfère parler en BP, du coup, avant-présent. Le moins 6000, ça correspond à une période où on commence à avoir la domestication. Et par rapport au règne, au cheval, ou donc à l'auroch, pourquoi ces espèces-là vont vers une domestication et d'autres non? Quelle différence entre le bison et l'auroch? Pourquoi on choisit telle espèce, on va tenter quelque chose et pas d'autre? Alors ça, moi je suis pas du tout spécialiste en domestication. J'essaie de rester loin des questions de domestication. Mais si vous voulez, j'ai 2 collègues là qui bossent sur ces périodes de et qui peuvent vous aider. Mais après, ce qui va être domestiqué, en fait, je crois que ce qui arrive d'abord, en fait, c'est des animaux qui sont plutôt domestiqués au Moyen-Orient. Donc c'est pas automatiquement l'auroch européen qui va être domestiqué, mais c'est plutôt... il vient un petit peu de plus loin. Après, peut-être que c'est juste que le bison a eu plus de chance que l'auroch. Et du coup, il a évité la domestication. Il y a des très bons bouquins de Jarret sur des animaux qui ne sont pas domesticables. Si on prend le zèbre, ça a permis de les équilibrer. On a domestiqué le cheval, donc le zèbre, on ne peut pas. Il a un caractère méchant, il y a eu des études de fait même. Donc les mots, c'est tout simplement impossible. Lorsque vous dites que vous analysez les dents, je crois qu'aujourd'hui aussi on analyse le tartre
Oui. Autrefois, on le faisait partir, on le retirait de là-dedans. Aujourd'hui, on analyse. Et qu'est-ce qu'on peut y lire, qu'est-ce qu'on peut y comprendre en analysant le tartre aujourd'hui? Dans le tartre, je regarde pas trop ça en fait. Mais je pense que ça peut aider. Je crois que c'est utilisé pour les isotopes un petit peu, parce que ça enregistre plus d'infos en fait par rapport au sol.